Bonjour à tous. La stratégie nationale de santé 2018-2022, qui est le socle politique des projets de loi en matière de santé pour le quinquennat en cours, énonce avec vigueur que le développement des innovations numériques, technologiques et organisationnelles en santé est un enjeu clé pour l'évolution des pratiques professionnelles, l'accélération du virage ambulatoire, la qualité du suivi des patients chroniques et où le partage de l'information par les professionnels de santé est important. Ainsi, il ressort la place centrale accordée au numérique et au traitement des données au sein des dispositifs à venir. Il est certain que la combinaison numérique-données permet des avancées importantes en matière de santé publique. À cet égard, la Cour des comptes relève dans un récent rapport que le traitement des données massives en santé facilite non seulement les évaluations de thérapies modèles, des soins, mais aussi la personnalisation des traitements, la veille sanitaire et la recherche médicale. On en a parlé toute cette journée, les avancées sont très concrètes. Pelantem, Adèle, qui est maître de conférence à Nantes et qui était encore jusque-là dans cette salle, en tout cas jusqu'en début d'après-midi, qui a travaillé sur la réforme du carnet de santé, le fameux carnet de santé que font tous les enfants, a porté à ma connaissance le fait que la courbe de croissance des enfants présente dans ce carnet de santé et avait fait l'objet dans les années 50 de plus de 10 ans de recherche et de collecte de données auprès de pédiatres en Île-de-France, alors que sa révision, qui est très récente, a pris seulement 2 ans de recherche grâce à la collecte de données numérisées par des pédiatres qui ont été répartis cette fois-ci géographiquement dans toute la France. Il y avait à peu près 250 000 petits patients qui ont été concernés par cette étude. On le comprend donc, le recours en santé publique aux données massives, c'est-à-dire à des données structurées ou non, dont le très grand volume requiert des outils d'analyse adaptés, permet une véritable révolution. Gain de temps, gain de personnel, finesse des résultats, ouverture à de nouveaux champs de recherche et à de nouvelles cibles en prévention. Cela repose, et cela ne vous aura pas échappé, en tout cas je ne le souhaite pas, sur la collecte des données, leur conservation ou hébergement, stockage, des données des vivants, mais également des données des défunts, dans des volumes sans précédent, par des opérateurs publics ou privés, nécessitant le plus souvent une mise en commun des bases, ainsi que leur exploitation par des algorithmes. Alors, l'objet de la présente intervention est d'interroger les évolutions du droit de la santé publique, eu égard aux transformations des outils et des méthodes permis par les big data. Et j'avais initialement eu l'idée de m'intéresser à l'extension des champs de la santé publique, aux nouvelles données qui vont être utilisées pour s'intéresser à la santé publique. Je pensais par exemple aux données relatives aux sites de vacances ou de loisirs qui peuvent être utilisés maintenant en santé publique. Et l'actualité juridique a un peu chamboulé cette idée. Je m'intéressais à un nouveau champ. Est-ce que la collecte des données n'est pas en soi un nouveau champ de la santé publique? Est-ce que d'outils au service de la santé publique, la collecte des données n'est pas devenue une finalité en soi? Et ce sera un premier point. Dans une seconde partie, je vais m'intéresser à des nouveaux acteurs, parce que qui dit extension des champs de la santé publique dit aussi nouveaux acteurs. Et je vais revenir sur un thème que nous avons abordé tout au long de cette journée, c'est l'association entre santé publique et acteurs privés. Alors tout d'abord, l'association de données massives et santé publique amène une redéfinition des objectifs portés par le droit de la santé publique. En effet, alors que la collecte et l'analyse des données massives ont longtemps été pensées exclusivement comme des outils au service de la santé publique, elles sont devenues un objectif à part entière. En effet, le droit a longtemps pensé donc la collecte comme un moyen pour parvenir à des fins, la prévention, la surveillance de l'état de santé d'une population. Attaché au départ à un impératif de dénombrement, les nécessités de la collecte des données de santé ont été enrichies et renforcées, notamment par un impératif, cette fois-ci, de vigilance appliquée aux médicaments, aux matériaux ou à la traçabilité. Alors oui, donc l'intérêt pour l'exploitation des données massives en santé a donc donné lieu à la création du fameux système national des données de santé en 2016, lequel est chargé de rassembler l'accès à diverses bases de données médico-administratives, dont le PMSI, les données d'analyse de l'activité des hôpitaux, ou encore le SNIRAM, la base du système national d'information interrégime de l'assurance maladie. Le Code de la santé publique fait du Système national des données de santé, le SNDS, un outil au service de 6 finalités qui sont bel et bien ancrées en santé publique. L'information sur la santé, la définition des politiques de santé, l'information des professionnels sur leur activité, la surveillance, la veille et la sécurité sanitaire,
ou encore la recherche en santé. Le Code de la santé publique ajoute, et c'est important, que les recherches effectuées sur ces bases de données doivent répondre à un impératif d'intérêt public, et cet intérêt doit permettre de justifier donc l'usage de ces données, de justifier qu'elles s'inscrivent bien dans les 6 finalités énoncées. Donc on le voit, en 2016, la collecte de données massives est bien un outil au service de la santé publique. Cependant, malgré l'engouement entourant la création de ce système national, il s'est avéré pour certains très peu convaincant. Il souffrirait de divers maux: lenteur dans l'accès aux données, interopérabilité limitée, voire quasi inexistante, des sets de données entre eux, manque de transparence sur l'interprétation de la notion d'intérêt public, pourtant centrale pour accéder aux données. Décrit par ses opposants au mieux comme un résultat en demi-teinte, au pire comme un échec, le système appelait à être réformé. Réformé pourquoi? Pour mieux répondre aux attentes d'une science guidée par les données, de cette fameuse data-driven science, où les hypothèses de recherche ne sont plus exclusivement testées par le traitement des données, mais sont déduites du traitement des données. Alors cette réforme, elle est en cours, on l'a un petit peu évoqué, c'est le projet de loi de santé de 2019. Et on est presque là face à un paradoxe où d'outils, la collecte, au sein de ce projet de loi, est devenue une fin en soi, une nécessité quasi frénétique, je dois le dire. Alors cela est déjà mis en évidence par le vocabulaire employé pour communiquer autour de ce projet de loi. La donnée est le nouveau pétrole, fuel, ou le nouvel asset actif. Cela est plus fondamentalement mis en évidence par le fait que la finalité, les 6 finalités de collecte des données, semblent passer totalement au second plan. Et pour s'en convaincre, je vais vous donner quelques exemples tirés des débats parlementaires en cours. Alors, au sein de l'article 11 du projet de loi, les règles proposées tendent à une systématisation de la collecte des données. C'est le plus important, et non plus à une simple mise en commun de ces 6 bases de données dont je vous avais parlé tout à l'heure. Le projet de loi porte en effet la volonté d'associer aux bases de données du système national la collecte des données cliniques des patients, qu'ils soient dans le public, ou les données aussi des cabinets libéraux. Donc là, on voit une véritable volonté de systématiser la collecte en format numérique. Alors bien que les défenseurs de ce projet rejettent l'idée de la création d'une base unique des données de santé, ils suggèrent la création d'une plateforme des données de santé, le fameux Health Data Hub, guichet unique et animateur des différentes bases de données. Alors ce qui est affirmé avec force, c'est la volonté d'accélérer la collecte des données sous format numérique et leur centralisation. Idée qui nie à la fois les réalités du terrain, parce qu'on oublie un petit peu le coût de la collecte, notamment pour les médecins dans le libéral, mais également les questions d'interopérabilité centrale à la matière. Cela nie également les risques pour les patients en cas d'accès non consenti à leurs données personnelles. Enfin, cela vient nier des obligations déontologiques des professionnels de santé, mais également quelques règles du droit du patrimoine liées aux archives hospitalières. Difficulté qui semble avoir totalement échappé à l'étude d'impact du projet de loi qui est pourtant chargé de trouver ce genre de problème. Or, parallèlement à ce mouvement, et je l'ai un peu évoqué, les finalités du système national ancré en santé publique passent totalement au second plan. Pourquoi? Parce que la notion d'intérêt public qui justifie l'accès à ces bases de données est supprimée par le projet de loi. Or, c'était cette condition qui permettait d'assurer que les finalités établies du système national des données de santé, notamment la surveillance et la veille sanitaire, allaient être réellement respectées. On le voit, la collecte fait de l'ombre aux finalités. Les discussions du projet à l'Assemblée nationale en sont le reflet. Peu est dit de l'utilité précise de ces données en santé ou des recherches qui doivent être menées dessus. L'accent est davantage porté sur l'enrichissement des bases et les moyens d'y parvenir. Cette impression est encore renforcée par le fait que la suppression de cette condition d'intérêt public est pensée comme devant permettre à des institutions ou des groupes de pouvoir créer leur propre entrepôt de données de santé en récupérant certaines données qui feront partie de cette plateforme, en les mélangeant après aux leurs. Donc on comprend, la finalité est de créer, de multiplier les entrepôts de santé, des espaces de collecte et de conservation des données qui seront finalement en doublon et répartis à droite à gauche. Ainsi, d'outils au service de la santé publique, la collecte des données massives est devenue une finalité en soi. Les discours politiques et juridiques dissimulent à peine le fait que ces bases de données, ces données, ne servent plus simplement un intérêt public et commun, mais bien des intérêts privés. J'en viens ici à la seconde évolution que je souhaitais aborder avec vous,
à savoir la place plus importante faite aux acteurs privés en la matière, mouvement qui n'est pas sans créer de rupture pour le droit de la santé publique. Alors, bien entendu, les entreprises privées ont toujours été au cœur du système de santé. On pense assez naturellement aux entreprises du médicament ou aux fabricants de dispositifs médicaux. Mais du côté de la santé publique, le législateur avait largement confié les missions de prévention et de surveillance de l'état de santé des populations à des agences sanitaires publiques, des réseaux régionaux ou départementaux, ou à des organismes, bien que de droit privé, à but non lucratif, et je pense ici aux mutuelles qui ont des prérogatives en matière de prévention. La conséquence est la suivante. Les manuels de droit de la santé publique n'offrent pas d'études des acteurs privés en la matière. Ils prennent pour acquis le fait que l'adjectif public qualifierait aussi bien la santé que le droit en présence. Cependant, l'écosystème autour du traitement des données massives a conduit à faire émerger la possibilité d'associer un plus grand nombre d'acteurs privés, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, à la santé publique, mais aussi de faire de ces derniers de véritables acteurs normatifs, et je traiterai successivement ces deux points. Alors tout d'abord, ce rapprochement vers le privé est mis en évidence par les discussions autour du projet de loi de santé 2019, lesquelles ont montré certaines hésitations dans la forme juridique attribuée à cette fameuse plateforme des données de santé, Health Data Hub, qui va remplacer à terme le système national. Devait-elle prendre la forme d'une structure publique ou d'une structure privée? Alors, le projet de loi voté par l'Assemblée nationale a préféré une structure publique, à savoir un GIP, un groupement d'intérêt public. Ces GIP disposent d'une autonomie administrative et financière et exercent des activités à but non lucratif. Ils sont créés, ça c'est le plus important, en tout cas pour ma présentation, entre des personnes morales publiques ou des personnes morales ayant une mission de service public, cette association de personnes devant permettre de mutualiser les moyens. Et le futur GIP qui sera créé pour le Health Data Hub sera constitué entre l'État, les organismes assurant une représentation des malades ou des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé, des utilisateurs publics ou privés de ces données, y compris des organismes de recherche. Un tel choix, le choix d'un GIP, a d'ores et déjà fait l'objet de critiques. Peur d'un temps lent de réaction de ce GIP, peur d'une entente très complexe de toutes ces personnes morales entre elles. Et les détracteurs de cette modalité mettent en avant le fait que l'Institut national des données de santé, qui chapeaute le système national, a lui aussi été constitué en GIP, composé d'une vingtaine de membres, et a été mis en place en plus de 18 mois, qui était un temps très long, et un temps considéré à demi-mot comme perdu, ou du moins comme représentatif des lenteurs et lourdeurs du modèle, pour reprendre les mots du député Cédric Villani. C'est pourquoi certains députés ont proposé de substituer à ce fameux GIP une société par action simplifiée, donc une société de droit privé, une SAS, laquelle aurait pu être majoritairement détenue par l'État. Porteuse de plus de souplesse, cette SAS devait offrir une attractivité importante pour la plateforme, capable de permettre la conclusion de partenariats avec le public ou le privé plus rapidement qu'un GIP. Il est vrai que l'avantage des sociétés par action simplifiée est le fait qu'une plus grande partie des règles d'organisation et de décision ne soient pas dictées par la loi, mais directement par les statuts de la société, ce qui permet d'aménager des conditions jugées comme plus rapides ou plus favorables de décision au sein de la société. Or, le choix d'une SAS n'a finalement pas été retenu par l'Assemblée nationale, mais le projet est toujours en discussion, il va être porté au Sénat. Mais il est intéressant de remarquer que la première raison pour rejeter l'idée d'une société privée, c'est une raison de responsabilité. On pourrait mettre plus facilement en cause la responsabilité des membres d'une société par action simplifiée que ceux d'un GIP. Pourquoi? Parce que l'État ferait écran dans cette responsabilité. Alors on le comprend, le domaine de la santé publique connaît une véritable volonté de rapprochement vers le privé, même si pour l'instant il y a un échec pour le GIP, mais il y a une vraie réflexion sur quelle doit être la place des acteurs privés et est-ce que le droit ne doit pas en créer en la matière. Et je vais passer tout de suite à mon dernier point qui sera assez rapide, c'est le fait que les acteurs privés deviennent de véritables acteurs normatifs également. Alors que le droit international, là je vais prendre l'exemple du droit international de la santé, dans lequel va s'inscrire l'encadrement de l'usage des données massives en santé publique, alors que ce droit avait longtemps été dominé par un droit interétatique entre États, ou un droit onusien avec l'Organisation mondiale de la santé, on voit émerger sous l'impulsion, sous cette nécessité d'encadrer l'usage de ces données massives en santé publique,
Des déclarations éthiques, et ça c'est assez nouveau, rédigées en partenariat entre des institutions internationales, ça c'est normal, des institutions nationales ou des États, c'est toujours assez normal, mais aussi des grandes entreprises investies dans l'hébergement des données, et je pense ici à IBM. Alors il y a deux exemples, il y a le code d'éthique professionnelle de l'Association internationale d'informatique médicale, ou encore le cadre éthique pour le partage des données génétiques et des données de santé de l'Alliance mondiale pour la génomique en santé. Alors mon propos n'est pas totalement une critique de la place de ces opérateurs, mais il est plus quand même de souligner que c'est une nouveauté dans l'encadrement de la matière, qui jusque-là n'offrait une place à ces acteurs privés que dans le domaine de la normalisation technique, et non pas dans celle de la rédaction de règles éthiques dont l'aura ne cesse d'augmenter, comme le soulignent les nombreux articles juridiques qui leur sont consacrés. Pour conclure, la rencontre entre données massives et santé publique marque à mon sens un véritable tournant pour le droit de la santé publique, tournant qui sera teinté de redéfinition, voire de rupture, et dont les finalités doivent être précisées. Il me reste à vous remercier de votre attention.